Dans cette vidéo terrible, mortelle, nous parlons du problème noble et éminent de la naissance d'une civilisation urbaine dans l'Europe du Moyen-Âge classique, c'est-à-dire entre le XIe et le XIIIe siècle. Oui, la civilisation européenne, c'est une civilisation urbaine, une civilisation fondée sur la ville. Or, ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas toujours en Europe qu'on a trouvé les plus grandes villes du monde. En fait, l'entrée des Européens dans une civilisation urbaine, elle date du Moyen-Âge classique. C'est entre le XIe et le XIIIe siècle qu'apparaissent en Europe les premières villes. Si on se place au début de la période, avant l'an 1000, en Europe de l'Ouest, il n'y avait pas vraiment de villes stables. Quelques grandes villes, les plus grandes comme Paris ou comme Londres ou comme Rome, avaient entre eux 5000 et 10 000 habitants, c'est-à-dire même pas la population de Coutances aujourd'hui. À la même époque, à Bagdad ou à Constantinople, c'est-à-dire à la périphérie de l'Europe ou hors de l'Europe, il y avait plusieurs centaines de milliers d'habitants. C'est pas en Occident qu'on trouvait les grandes villes. Mais dans l'Occident pacifié des XIIe, XIIIe siècles du Moyen-Âge classique, le commerce se développe, les routes sont plus sûres, on est en sécurité, et du coup les convois circulent, particulièrement entre l'Italie du Nord, qui a des ports très importants comme Venise, comme Gênes, et puis les Flandres au nord de la France, autour de villes comme Bruges ou comme Gand. Et entre les deux, à mi-chemin, en Champagne, il y a des foires très importantes qui ont lieu tous les ans à Provins, Verdun ou Bar-le-Duc. Les voyageurs qui font du commerce ou qui font des pèlerinages, les voyageurs font étape dans des lieux où il y a un pont pour passer une rivière, dans des lieux où ils peuvent passer quelques jours en sécurité près d'un château fort, ou dans une église célèbre sur le chemin d'un pèlerinage. Et petit à petit, dans ces lieux, eh bien, s'installent des commerces et se développent des métiers, et c'est comme ça que se constituent des villes qui prospèrent grâce au commerce, grâce à l'artisanat. Le problème, c'est que ces villes, elles sont mal adaptées au système seigneurial. Le seigneur fixe des règles, mais les règles, elles valent surtout pour les paysans de la seigneurie. Elles répondent pas vraiment aux besoins des bourgeois qui vivent dans les villes, qui ont leurs problèmes spécifiques, qui ont leurs besoins spéciaux. Les habitants de la ville, ils n'ont aucune envie de payer une redevance au seigneur pour que le seigneur construise un four à pain, par exemple, parce que dans la ville, il y a déjà des boulangers qui se sont organisés, qui se sont débrouillés sans le seigneur. D'ailleurs, les villes se sont organisées dans leur coin, elles ont créé leurs propres institutions, qui sont dirigées par ce qu'on appelle des échevins, des consuls, des magistrats. C'est souvent des bourgeois, des commerçants, qui connaissent les spécificités de leur ville, et qui ne veulent pas que ce soit le seigneur de la campagne voisine qui les dirige. C'est comme ça que de plus en plus de villes s'opposent aux seigneurs, et obtiennent, après parfois de véritables révoltes, des libertés, des exemptions. On appelle ça des franchises. Ces franchises, ces libertés que les villes obtiennent, facilitent le commerce, qui lui-même, à la suite, développe les villes. Donc le commerce est plus libre, il se développe, la ville plus forte réclame de nouvelles franchises, cela permet de développer le commerce, et ainsi de suite. Ce cercle vertueux, on l'observe particulièrement en Italie ou en Flandre, où là les villes ont tellement obtenu de franchises que les villes sont de véritables États indépendants, qui n'obéissent à aucun roi, à aucun prince, qui ont leur propre milice, leur propre armée, et qui ont leurs murailles, bien sûr, pour se protéger. À Courtrai, en Flandre, en 1302, les milices des villes flamandes battent l'armée du roi de France dans une bataille qui est restée célèbre. Ces villes, elles ont leurs propres institutions, et ça se voit dans le paysage, parce qu'elles ont construit des bâtiments exprès pour ces institutions, des bâtiments visibles de loin, comme ce qu'on appelle l'hôtel de ville, qui a dans les villes du Nord un beffroi, ou en Italie du Nord, ce qu'on appelle un campanile, ce qui revient à peu près au même. Dans les villes, la population est nombreuse. Il y a beaucoup de gens. Du coup, on pratique de nombreux métiers. On peut se partager les tâches. Et chacun se spécialise. Chaque artisan se spécialise dans un métier particulier. Il peut développer son savoir-faire dans le cadre de guildes, de corporations qui organisent le travail des artisans. Cette division du travail permet donc à chacun de se perfectionner. Et c'est dans les villes qu'on trouve l'artisanat le plus raffiné. Ce raffinement, il s'observe aussi dans le domaine culturel. C'est dans les villes qu'on trouvera la culture la plus savante. Des écoles se sont constituées autour des cathédrales.
À partir du XIIe siècle, on les appelle des universités où des étudiants viennent de toute l'Europe pour étudier le droit à Bologne, pour étudier la théologie à Paris ou à Oxford, pour étudier la médecine à Montpellier. C'est donc dans les villes qu'une impulsion fondamentale est donnée à la civilisation européenne au Moyen Âge.